Voilà, merci beaucoup, cher Julien. Donc, je m'attendais effectivement à que ce soit décapant, donc je n'ai pas été déçu. J'aurais bien des questions à te poser, mais notre présidente me disait que par justice, nous devons priver tous les orateurs du temps de discussion, puisque ceux du matin en ont été privés, donc ceux de l'après-midi en seront également privés. Donc, je donne immédiatement la parole au tandem Isabelle Haché et Nicolas Marquis. Alors Isabelle Haché ne doit pas être présentée dans cette maison. Elle est vice-rectrice de l'UC Louvain, site Saint-Louis, professeure de droit public à Saint-Louis, bien connue pour tous ses travaux, notamment en ce qui concerne la thématique droit et handicap. Isabelle est donc quelque part une militante des droits des personnes handicapées. C'est aussi une juriste extrêmement rigoureuse. Je peux en attester personnellement puisque j'ai eu le plaisir de diriger sa magnifique thèse de doctorat. Sur le principe de standstill, hein, donc je peux l'expliquer à qui veut l'entendre à la sortie. Nicolas Marquis est un des plus remarquable sociologue de la maison, professeur à l'UC Louvain-Saint-Louis, travaillant au Casper. Il a décroché le Graal, hein, un ERC, qui représente la plus haute distinction dans la recherche scientifique financée par l'Union européenne. Il est l'auteur de toute une série d'ouvrages, notamment d'ordre méthodologique. Et il travaille beaucoup avec Isabelle Haché. Ils ont travaillé l'un et l'autre sur ce thème droit et handicap. Donc vous avez tous les deux la parole. Je ne sais pas qui commence. Merci Hugues et merci à Julien pour ses propos. Et Julien, on va d'emblée te décevoir parce qu'on ne va pas faire un commentaire de ce que tu nous as démontré ici, car sur l'excellente suggestion de Diane, et pour ne pas improviser en direct, notre réponse prendra la forme davantage d'un cas d'application qui viendra prolonger tes réflexions conceptuelles. Et en fait, on surfe sur la piste qu'a annoncée d'emblée Hugues, parce qu'effectivement, Nicolas et moi avons travaillé ensemble depuis la sociologie et depuis le droit sur la question du handicap et de la santé mentale, et c'est là qu'on va développer nos propos. Donc le contexte de ce cas d'application, c'est un colloque international puis une recherche collective sur les notions d'institution, de désinstitutionnalisation et de handicap que nous avons eu le bonheur de conclure depuis nos disciplines respectives. Et cet essai conclusif, on lui a donné le titre suivant: une inclusion qui fédère, une institution qui divise, point d'interrogation, pour une lecture ancrée, pragmatique et graduelle de la désinstitutionnalisation. Alors le point de départ de cette recherche était d'interroger précisément l'idée de désinstitutionnalisation qui a le vent en poupe à l'échelle onusienne. Cette notion, le Comité des droits des personnes handicapées, qui est l'organe de contrôle de la Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées, cette notion, le Comité des droits des personnes handicapées l'a reprise à la militance handi dans son interprétation de l'article 19 de la Convention qui consacre le droit à l'autonomie de vie et à l'inclusion dans la société, sans pour autant que cet article 19 ne consacre comme tel un droit à la désinstitutionnalisation. Ce terme, celui de désinstitutionnalisation, c'est le Comité des droits des personnes handicapées qui l'a repris à la militance handi. Alors dans la compréhension traditionnelle du Comité des droits des personnes handicapées, désinstitutionnaliser, cela signifie beaucoup, car désinstitutionnaliser, cela signifie d'abord fermer les lieux de prise en charge collectif, tous les lieux de prise en charge collectif. Plus de centres d'hébergement pour personnes en situation de handicap, fussent-ils de taille réduite, plus de lieux d'activité de jour ou de lieux de répit. Et pour le Comité des droits des personnes handicapées, désinstitutionnaliser, cela signifie aussi s'opposer aux modes de soutien non respectueux des choix à domicile. Autrement dit, fini la dépendance à des horaires d'aide extérieure qui seraient non compatibles avec la liberté de choix de vie des personnes handicapées. Fini l'idée de devoir nécessairement se coucher à 20h parce qu'il n'y a plus d'aide à domicile au-delà. Grâce aux aides et soutiens, la personne handicapée doit pouvoir retrouver à domicile une vie équivalente à celle qui aurait été la sienne en dehors d'une situation de handicap.
En avril 2021, questionnés par ce mouvement de la désinstitutionnalisation, Nicolas et moi avions invité l'équipe ARC Autonomie Cap, dont nous faisions alors partie, à repenser l'institution et la désinstitutionnalisation à partir du handicap et à proposer cette thématique pour une conférence internationale, la conférence Alter. Et à l'époque, une doctorante de l'ARC s'était alors fortement émue, pour dire le moins, du fait que nous osions replacer la question de la désinstitutionnalisation dans une perspective plus large, réinterrogeant les notions d'institution et d'institutionnalisation. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que c'était comme si, d'après cette doctorante, réinviter l'institution dans le champ du handicap était une forme de traîtrise à l'égard des personnes handicapées et du paradigme dominant de la désinstitutionnalisation dont nécessairement elles devraient toutes souhaiter se revendiquer. Alors, on n'a pas abandonné la thématique, on l'a poursuivie, mais par contre, ces témoins que nous avons entendus nous avaient conduit à l'époque, Nicolas et moi, à rédiger une carte blanche que nous avions intitulée « Peut-on parler calmement des institutions ?» Et dans cette carte blanche, on partait du principe que l'institution est une donnée logique et organisationnelle de toute forme de vie sociale. Inclure, c'est institutionnaliser. Désinstitutionnaliser, c'est instituer. Seconde anecdote, toute récente pour camper notre propos. À l'occasion de la Journée internationale des droits des personnes handicapées, le 3 décembre 2024, où pour la première fois nous soumettions à la discussion notre essai conclusif, Nicolas et moi avons été interpellés par 2 auteurs de l'ouvrage, chacun en situation de grande dépendance et qui se revendiquent l'un et l'autre de la désinstitutionnalisation prônée par le Comité des droits des personnes handicapées. Une position, celle du Comité des droits des personnes handicapées, que dans notre texte, Nicolas et moi qualifions de radicale. Radical. Le mot a fâché. Le mot a fâché, cette qualification les a heurtés. Le fait que ce soit cette qualification qui ait cristallisé l'irritation de ces personnes, l'utilisation du qualificatif radical et non le reste de nos propos qui, depuis une analyse scientifique, conduisait à ramener de la complexité et de la nuance dans le débat, est signifiant et cela nous a interpellés. Manifestement, ces auteurs que nous connaissons et que nous apprécions beaucoup ont reçu le terme radical dans un registre moral et se sont sentis délégitimés dans la posture qu'ils défendaient, celle d'une paire expérience doublée d'une formation universitaire. Ce qualificatif, nous l'utilisions dans une perspective scientifique pour positionner une interprétation se logeant à un bout du spectre des interprétations possibles de l'article 19 de la Convention sur les droits des personnes handicapées, interprétation qui, par son manque de nuance et d'ouverture, risque, à notre sens, de générer des effets pervers en excluant des enjeux et du bénéfice de la désinstitutionnalisation certaines personnes handicapées parmi les plus vulnérables, dont le choix peut du reste être de vivre en institution. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Et bravo pour ce geste parfaitement militant d'inviter un sociologue à cette belle célébration. Donc on a ici 2 anecdotes qui nous semblent pouvoir nous permettre de repartir des 2 questions qui ont été adressées à ce panel et puis peut-être d'ajouter une question supplémentaire. Donc la première question, la recherche scientifique et l'approche militante sont-elles compatibles? Bon, on a vu que si Weber ne l'avait pas réglé durant toute une vie, il ne fallait pas trop avoir d'attente pour ce début d'après-midi. Mais notre porte d'entrée qui, je pense, n'est pas très très différent de ce qui a pu être évoqué au début, c'est que ça dépend notamment du sens qu'on confère au terme militance. Et il nous semblait, dans nos échanges, Isabelle et moi, qu'on pouvait ici, pour faire trop simple, distinguer 2 cas, 2 hypothèses. Dans une première conception, qui est en fait assez critique ou péjorative du terme de militance, et qui rejoint son étymologie, militer, lutter, faire la guerre en fait, la militance serait le fait, au nom de valeurs que l'on va considérer comme suprêmes, serait le fait de du coup recourir à des raccourcis ou à des non-dits. En fait, c'est une posture dans laquelle la fin justifie les moyens. Ça empêche de poser certaines questions, ça oblige à en poser d'autres. Alors évidemment, cette conception-là, elle nous paraît évidemment incompatible avec une recherche scientifique, ne fût-ce que parce que ce qui caractérise la recherche scientifique, c'est l'attention portée à la question des moyens
que ne doivent pas écraser les femmes. Alors, dans une seconde acception, qui est plus large, si on veut, plus apaisée, la militance, elle recouvrirait à ce moment-là toute velléité d'intervention sur le monde. Et à ce moment-là, ça revient, nous semble-t-il, quelque part à rencontrer la deuxième question qui était adressée à ce panel, à savoir, faut-il choisir entre décrire le monde ou vouloir le changer ? Et là, l'intervention de Julien a été parfaitement adaptée dans la mesure où, en relisant toute une série d'éléments, notamment liés aux réinterprétations bien utiles récentes de Max Weber, on voit que peut-être que certains puristes, positivistes ou autres, pourraient dire que oui, il faut choisir entre décrire le monde et vouloir le changer, mais que pratiquement et pragmatiquement, c'est une position extrêmement naïve, ne fût-ce que du point de vue méthodologique. On sait bien en sciences sociales que dès que vous observez un phénomène, vous transformez ce phénomène. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'observateur. Et c'est dans ce type de cas que Max Weber, repris par Kalinowski, parlerait notamment de neutralité perverse, cette prétention à pouvoir organiser une distinction complète entre les deux. Donc, nous n'avons pas ici envie d'être naïfs et nous dirions que non, il ne faut pas choisir entre décrire le monde ou vouloir le changer, mais qu'il faut réfléchir aux conditions auxquelles ces deux attitudes sont potentiellement, on peut potentiellement les lier. Première condition, tout changement de registre de l'analytique au normatif ou du normatif à l'analytique doit être clairement indiqué. Et en particulier dans des situations d'enseignement, de rapport de pouvoir. On est là en plein dans l'exigence de clarté et de Wertfreiheit dont il a été question tout à l'heure. Deuxièmement, une phase normative peut exister, mais elle doit nécessairement s'adosser à une analyse rigoureuse, à une description rigoureuse qui rend compte de l'ensemble des points de vue instruits à charge et à décharge, etc. Deuxième exigence, donc celle de temporalité. Troisième exigence, dans sa formulation, toute proposition normative doit clairement distinguer l'hypothèse axiologique des conséquences normatives. C'est le fameux « si alors » que Hugues a évoqué tout à l'heure et sur lequel on revient dans un instant. Alors, ces deux questions, il nous semble qu'aujourd'hui, elles ne peuvent pas être dissociées d'une troisième question qui est politiquement extrêmement sensible. Elle concerne moins, cette troisième question, l'objet et la manière de l'appréhender, mais la question des acteurs et actrices qui en parlent. C'est plus la question du quoi ou du comment, mais la question du qui. Qui peut parler de tel sujet ? Qui peut parler de l'institution et de la désinstitutionnalisation en matière de handicap, par exemple ? Est-ce que c'est uniquement les personnes en situation de handicap ou les personnes qui sont directement concernées ? Ou est-ce que tout un chacun, selon certaines conditions, intéressé par ces questions, peut avoir voix au chapitre ? Alors, de là où nous parlons, et puisqu'on a écrit ou coécrit ce bouquin, la réponse va de soi, en tout cas pour nous. La thématique, elle n'est pas réservée à certains points de vue. Mais il faut le dire, c'est une évidence qui n'est pas ou qui n'est plus, en tout cas, communément partagée. Et ce fameux leitmotiv « nothing about us without us » qui avait cours dans le monde juridique, dans le monde politique, etc., s'inscrit aujourd'hui de plus en plus dans le cœur des démarches de recherche, avec la promotion notamment de recherche participative. Alors, dans une certaine compréhension, eh bien, ce leitmotiv, il conduirait à réserver l'exclusivité des propositions normatives aux personnes qui sont directement concernées par la question traitée. Et ça, c'est pas un point de vue que l'on partage. Mais en même temps, on pourrait nous rétorquer, qui êtes-vous pour partager ou pas ce point de vue ? Et c'est vrai, on ne sort jamais tout à fait de là où on parle. On ne sort jamais de là où on parle. C'est vrai, mais cette proposition, nous semble-t-il, elle vaut dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle vaut pour les personnes valides, elle vaut pour les chercheurs, mais elle vaut aussi pour les personnes en situation de handicap et pour les militants. Pour les chercheurs, c'est clair. La réflexivité doit permettre d'éviter l'ethnocentrisme, mais dans le chef, pour l'exemple qui nous occupe des personnes handicapées, c'est également très important. Et c'était l'angle d'entrée qui était le nôtre dans la critique comme radicale de certaines propositions du Comité pour le droit des personnes handicapées, en disant que si on n'applique pas à soi-même cet exercice de réflexivité, on risque de généraliser sa propre expérience, fût-elle une expérience réelle, une expérience de vécu, à d'autres personnes qui n'ont, pour toute une série de raisons, pas eu voix au chapitre.
Alors, on a la faiblesse de penser que dans la recherche collective évoquée ici, nous sommes parvenus à tenir au moins l'horizon d'une forme d'objectivité scientifique. Et ce n'est pas l'objectivité qui est important, c'est l'horizon qui nous semble ne pas devoir être jeté avec l'eau du bain. Comment ? Eh bien, vous pouvez lire si vous avez le courage. Simplement, en quelques mots, ici, c'est encore une fois la question des moyens que nous mobilisons pour ce faire. Et pour ça, on est bien outillé en sciences humaines et sociales. On a des moyens pour viser cet horizon d'objectivité. Et ces moyens, c'est quoi ? C'est ouvrir sa cuisine. Préciser d'où l'on parle. C'est confronter les points de vue. C'est instruire à charge et à décharge. C'est la méthodologie. Retracer et permettre de retracer le chemin parcouru. Et nous sommes arrivés au terme de cela en proposant une manière d'appréhender le débat sur l'institution et la désinstitutionnalisation, non pas pour distribuer des bons ou des mauvais points, mais en plaidant, comme Isabelle l'a dit, pour une approche graduelle, ancrée et pragmatique de la désinstitutionnalisation. La proposition que nous avons formulée donc, dans cet essai conclusif et que, faute de temps, on ne va pas développer ici, est avant tout adossée à une évaluation juridique des différents textes et interprétations en présence. Elle a également pour elle de prendre au sérieux la notion d'institution. Draine-t-elle par ailleurs une prise de position éthique de notre part quant au faire société et au vivre ensemble versus une logique exclusivement individualiste ? Sans doute. Mais les présupposés de notre proposition sont explicités et elles s'adossent à une description et une explication que l'on pense rigoureuse des termes du débat. Pour le reformuler dans le si alors de Hugues Dumont, on pourrait dire que si l'on veut supprimer toute forme inacceptable de séparation d'autrui ou d'intervention sur autrui, si l'on veut faire droit à la liberté de choix et à la diversité des situations, si l'on veut tenir la tension entre l'un et le multiple, le catégoriel et l'universel, la diversité et la généralité, alors il faut privilégier une approche ancrée, graduelle et pragmatique de la désinstitutionnalisation qu'on développe dans notre essai conclusif. Du reste, dans les conclusions qu'il vient de rendre en septembre 2024 à l'égard de l'État belge, le Comité des droits des personnes handicapées lui-même nuance sa position en reconnaissant désormais la possibilité pour les personnes handicapées de choisir où et avec qui elles vivent. Il y a là un sérieux bémol par rapport à la position dont Rosemary Keyes, qui était invitée à la conférence Alter à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, qui est professeure de droit en Australie, elle-même en situation de handicap, qui était présidente du comité des droits des personnes handicapées et maintenant vice-présidente de ce comité. Il y a là un sérieux bémol par rapport à la position dont elle nous avait fait part à l'occasion de la conférence Alter, partisane d'un tout à la désinstitutionnalisation. Peut-être que certaines réflexions ont essaimé. Elle qui, avec son co-auteur, Philippe French, avait pourtant attiré elle-même, dès 2008, l'attention dans un remarquable article sur la genèse de la Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées, sur la double lecture scientifique et militante de la Convention onusienne. Mais on voit là qu'un changement de posture peut parfois aussi conduire à un changement de point de vue, et c'est sans doute logique tant qu'on s'interroge. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'au plus les objets analysés déchaînent les passions, au plus ils ont besoin de la pluralité des points de vue, dont celui de la recherche et de sa logique discursive. Au plus l'université s'engage sur des enjeux controversés de société, au plus elle doit, à notre sens, tenir sa position. Non pas celle d'une tour d'ivoire, mais d'un savoir qui tire sa légitimité du fait qu'il précise d'où il parle et instruit, en nuances, à charge et à décharge. Car ne nous trompons pas, si une université engagée est une université qui assume ses valeurs et délivre à la société des savoirs et propositions d'action arrimées à celle-ci, alors il nous semble qu'elle ne doit jamais faire fi des préalables dont dépend la légitimité de cet engagement. Ce sont les 3 conditions citées tout à l'heure par Nicolas et que je résumerai ici très courtement. Indiquer les changements de registre, adosser le normatif à l'analytique et recourir à ce fameux si à l'heure. Et ces valeurs elles-mêmes doivent en permanence être re-questionnées. Alors pour ceux qui vivent, qui habitent Saint-Louis, vous savez qu'on lui a donné un cap inclusif. Saint-Louis, peut-on dire dès lors université inclusive ? Point d'interrogation. Oui, si l'on admet que l'inclusion est autant une valeur et un cap qu'un objet d'étude. Sans recherche préalable et grammaire conceptuelle à laquelle l'adosser, d'université inclusive, il n'y aurait point eu
En tout cas, pas avec nous, et j'associe Nicolas à ce cap inclusif, parce que ce sont les travaux qu'on a menés ensemble qui ont directement mené à ce cap donné au site. Et pour conclure, je dirais que université inclusive peut-être, mais surtout université inclusive et réflexive, l'un et l'autre devant constamment aller de pair. Avant de donner la parole au dernier panel présidé par Guillaume de Slex, je ne résiste quand même pas à la tentation de poser une question à Julien. Donc moi je suis en total accord de A à Z avec ce que Nicolas Marquis et Isabelle Haché viennent de dire. Est-ce que c'est aussi ton point de vue, Julien? On doit discuter les discutants. Oui, c'est ça. Nous, on s'en est sortis, mais toi, tu n'as pas de porte de sortie. Sur la désinstitutionnalisation portée par les Nations Unies, j'avoue, cher Hugues, que je présente bien sûr. C'est même pas la question. Non, j'ai bien compris. C'était une petite boutade. Oui, bah. La distinction des registres, la phase normative qui s'adosse à une description, cette formule si alors, oui. Cependant, je suis peut-être moins attaché à ce que Isabelle évoquait en fin d'exposé, à l'idée que les valeurs doivent être rediscutées. À un moment donné, je pense que quand on s'adosse à une perspective critique, il y a un socle de valeurs que si on commence à les rediscuter en permanence, j'ai l'impression que, bon, voilà, on fait un petit peu, on réinvente et on réinvente la roue et on perd un petit peu notre temps. Mais ce que j'aime beaucoup, par contre, dans l'exposé ici que j'ai entendu, c'est effectivement de distinguer plusieurs sortes de militance, mais je trouve que l'exemple de s'impliquer sur le campus pour faire évoluer ce campus, c'est un exemple, est aussi une façon d'articuler militance et travail scientifique. Alors ici, c'est directement lié avec vos objets, mais on peut très bien s'impliquer pour des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec nos objets, et ça reste une façon peut-être moins dangereuse d'articuler militance et travail académique. Maintenant, je ne sais pas si dans les conditions que vous posez pour respecter cet engagement militant adossé à une recherche dramatique, je n'ai pas très bien saisi où était la place des militants en tant que tels, des mouvements sociaux. Est-ce que, quand Jean Demeung dit à un moment donné la critique scientifique doit rencontrer la critique sociale, je ne sais pas si vous donnez les moyens de créer ce dialogue, ou si ça reste une discussion certes limitée à la sphère académique ou au salon feutré des Nations Unies. Voilà, moi je reste séduit, comme je le disais, par l'intervention sociologique d'Alain Touraine. J'y vois encore les traces ici dans plusieurs projets, chez par exemple Manuel Cervella à Liège, voilà, où il y a vraiment cette idée que, non pas dans une position de surplomb, mais dans une position à côté des militants, il y a l'idée qu'un savoir de sciences sociales va permettre de clarifier, de résoudre certaines tensions et d'être à un moment donné directement opérationnalisé par des forces sociales en mouvement. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez aller jusque-là dans votre projet relatif aux droits des personnes en situation de handicap, mais moi, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, me stimule. Une brève réaction ? Alors, on peut aller jusque-là pour autant qu'on distingue bien les points de vue. C'est-à-dire que, typiquement, dans les différentes recherches qu'on a fait ces derniers temps, on a ouvert même des panels à des personnes en situation de handicap avec lesquelles on a travaillé. On a ouvert des contributions à part entière à des personnes en situation de handicap, mais en précisant bien à chaque fois de où les personnes s'exprimaient et en rentrant en dialogue avec elles, mais nous depuis un point de vue scientifique, qui était à l'écoute de du point de vue des militants, mais qui pour autant ne devenait pas une pensée militante quand elle était exprimée par nous-mêmes. Merci beaucoup pour cet échange.